Bonsoir à tous. Vous suivez le dernier carrefour d'information de RTI 1. Voici les titres. Les fidèles chrétiens n'ont pas effectué de procession avec leur rameau, mais la célébration s'est bel et bien tenue à Abidjan et dans le reste du pays. Des fidèles qui entrent de ce fait dans la semaine sainte avec l'accueil triomphal de l'enfant Jésus à Jérusalem. Et cette triste réalité dans le handball et son milieu éducatif. Pour le premier semestre de l'année 2021, au moins 80 cas de grossesse ont été enregistrés de la classe de CM2 à la terminale dans toute la région. Dans quelques instants, le dossier de la rédaction de RTI 1 sur le phénomène. À Madagascar, l'ancien président Didier Ratsiraka est décédé ce dimanche à l'âge de 84 ans. L'amiral était hospitalisé depuis le début de la semaine dans un hôpital militaire de la capitale Antananarivo. L'ancien chef d'État aurait été victime d'un arrêt cardiaque. Et voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Les fidèles chrétiens ont célébré ce dimanche la fête des rameaux, une fête qui commémore l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. À Abidjan, notre reporter Franck Quadio a suivi quelques moments de prière et de célébration dans la commune de Cocody et d'Ayamé. 7 jours avant la Pâque, le monde chrétien célèbre l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem et sa passion. Dans cette paroisse à Cocody, les fidèles se procurent les rameaux. Cette commémoration a une signification particulière. Nous avons cette possibilité de célébrer Jésus dans toute sa splendeur et tout ça. Et cette fête aussi marque le début de la semaine. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus aussi nombreux pour la célébrer. Triomphante entrée dans le temple, comme pour illustrer le symbole. C'est la bénédiction des rameaux et les fidèles se tournent vers l'entrée de la paroisse pour la vivre en communion. Scène caractéristique dans toutes les paroisses. À Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Goff, le Père Coussant relève cette célébration des rameaux comme l'expression de l'ambivalence du caractère humain que même le Christ a été obligé de subir. En nous, il y a des aspirations, mais en même temps, Jésus ne vient pas forcément comme nous le voulons. Et parfois, cela crée en nous des frustrations, cela crée en nous des infidélités. Donc ce sont nos infidélités en réalité qui sont des crucifixions. Voilà pourquoi cette célébration doit nous replonger dans ce qui s'est passé pour nous aider à mieux comprendre, pour prendre les dispositions pour ne plus que ça se répète. Grâce à Dieu d'avoir rassemblé tous ces enfants en cette occasion. Et c'est une joie qui nous conduit vers la Pâque, qui sera vraiment une Pâque de résurrection pour tout le peuple. Moment festif, mais aussi un moment de recueillement. Au temple méthodiste uni Jérusalem d'Ayamé 220 logements, cette journée de dimanche est une journée inédite. Nous vivons dans un monde bouleversé, un monde où nous ne savons à quoi nous en tenir compte tenu des souffrances, des calamités, de tous les fléaux. Aujourd'hui, particulièrement, je pourrais parler de la Covid qui est une maladie dont personne ne sait la provenance. Et nous sommes en train de chercher, de crier seulement à Dieu pour nous délivrer de cela. Notons-le, le dimanche des rameaux, connu dans le sud de la France comme le dimanche des palmes, est un rite accompli dans l'église romaine depuis le IVe siècle. Dans les églises réformées, cette célébration est liée à la confirmation des catéchumènes ou aspirants au baptême et à la confirmation. Célébration également à Boaké. Les fidèles chrétiens de Boaké ont glorifié le Seigneur dans cette fête qui annonce la Semaine Sainte et la Pâque à Soro Corona. Le dimanche des rameaux commémore l'entrée solennelle de Jésus-Christ à Jérusalem où il fut acclamé par une foule agitant des palmes et déposant des manteaux sur son passage. À Boaké, les fidèles chrétiens ont célébré la fête des rameaux qui annonce la Semaine Sainte. La Semaine Sainte précède la Pâque et est la dernière partie du carême. Elle est le sommet de l'année liturgique car c'est par sa mort que le Christ a détruit la mort et ressuscité le 3e jour. Nous allons célébrer non seulement cette entrée, mais nous rappeler ce grand moment de la Passion qui a scellé son destin et en même temps le destin de l'humanité, le salut du monde. C'est un très grand jour pour nous les chrétiens où nous sommes en communion avec le Christ dans son entrée à Jérusalem pour subir la Passion. Pour les fidèles chrétiens, cette journée est le symbole de la Renaissance. Une joie pour nous de venir
prier et demander pardon à Dieu pour qu'il puisse exaucer nos prières. Présenter notre joie au Seigneur et que tout ce que nous allons entreprendre soit vraiment réussi et béni par Dieu lui-même. La tradition chrétienne veut que l'on apporte après la messe les rameaux bénis pour orner les maisons, un geste de vénération et de confiance envers le Christ. Autre chose à présent, mais on reste à Bouaké avec les acteurs du transport routier. Ils entendent mener le combat contre les surcharges des camions. Ils se sont penchés sur les réformes en cours dans le transport. Une rencontre dirigée par le directeur général du Haut Conseil des entreprises du transport terrestre de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Kwadio Kwame. Modernisation, professionnalisation et réforme en cours dans le secteur du transport, des points sur lesquels le directeur général du Haut Conseil des transports terrestres a échangé avec les transporteurs de Bouaké. C'est avec amertume que Diaby Ibrahim a abordé la question des surcharges avec son corollaire des dégradations des véhicules et du réseau routier. Il est obligatoire aujourd'hui que les transporteurs routiers avec les camions lourds puissent rouler en tenant compte de la charge du véhicule. Tout comportement de transporteur favorisant la surcharge aujourd'hui est puni. S'agissant des nouvelles réformes, il est fait obligation à celui qui désire exercer désormais la profession de transporteur de se constituer en entreprise afin de sortir le secteur du transport de l'informel. Comme le transport est fait pour avoir donc retour sur investissement dans un environnement concurrentiel assez dur, il est recommandé aujourd'hui à tous les transporteurs de pouvoir s'inscrire pour être des entrepreneurs de transport. Pour que, 1, nous puissions maîtriser nos outils, 2, nous puissions maîtriser la comptabilité, 3, nous puissions tout mettre en œuvre pour que la question du déplacement de nos populations puisse répondre aux aspirations sécuritaires. Des mesures approuvées par les acteurs du transport à Bouaké. Tout est dans notre intérêt, tout est une question d'organisation pour être rentable. Moi j'ai commencé, j'ai déjà même considéré mes dossiers. Après Bouaké, la délégation du Haut Conseil des transports terrestres rencontrera les transporteurs de Kokoko. Face à la police nationale qui se rend de plus en plus coupable de violations des droits de l'homme, le procureur militaire est monté au créneau. Au cours d'un échange avec les premiers responsables de la police nationale, Ange Kessi a appelé à la fin des rafles inappropriées suivies du racket des populations. Logoretti à Boussanogo. Le contre-amiral Ange Kessi Kwame, commissaire du gouvernement à l'école de police d'Abidjan pour des échanges avec les fonctionnaires de police. Au centre de leur discussion, le phénomène du racket, les méthodes et conditions des rafles. Ange Kessi Kwame les a exhortés à être des modèles pour les populations. Nous avons donné des conditions, des mesures draconiennes pour que désormais les rafles soient bien encadrés. Parce que nous ne sommes pas contre les rafles, mais ce sont les méthodes des rafles que le parquet militaire n'aime pas du tout. Les rafles ont des exigences. Par exemple, vous avez reçu des mandats d'un juge civil qui vous demande de rechercher un individu. Vous êtes dans le cadre d'une procédure d'enquête où un individu doit être recherché, donc il faut savoir son identité. Vous êtes également dans un cas de couvre-feu où les rafles sont autorisés, ou vous êtes dans un cas où une personne vient de commettre une infraction et s'est réfugiée dans un quartier où il faut procéder à des rafles pour pouvoir le rechercher. Voici les 4 conditions des rafles. Mais dans un pays de droit, dans un pays de paix comme la Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas comprendre qu'à chaque quartier ou à chaque 10 mètres, on fasse des rafles, quelle que soit l'heure. Cette rencontre fait suite à des échos de corruption signalés. Le procureur militaire compte à cet effet mettre en place un dispositif. Celui qui sera pris en train de rafler et en retour prendre de l'argent, parce que nous avons infiltré ces services qui font ça. Nous allons les infiltrer pour avoir des preuves. Et si nous avons pris un seul policier qui a commis cette infraction-là, nous serons sans laxisme et nous serons intraitables. Également, il faut respecter la police. Ange Kessi Kwame n'a pas manqué de féliciter le travail de certains et inviter la police à plus d'entraînement et de formation au maniement des armes à l'effet d'éviter les cas de bavure. Je vous donne à présent le point de la situation de la Covid-19 au 28 mars 2021.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce dimanche 28 mars 2021 319 nouveaux cas de Covid-19 sur 4048 échantillons prélevés, soit 7,9% de cas positifs, 129 guéris et 5 décès. À la date du 28 mars 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 43 180 cas confirmés, dont 38 719 personnes guéries, 237 décès et 4 224 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 510 008 personnes. Le 27 mars, 993 personnes ont été vaccinées avec un total de 34 388 personnes vaccinées contre la Covid-19 du 1er au 27 mars. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques à se présenter au centre de vaccination, au parc des sports de Treichville et les autres centres ouverts pour se faire vacciner gratuitement contre la Covid-19. Et on en vient à présent au dossier de la rédaction de RTI 1. Aujourd'hui, tomber enceinte en milieu scolaire en passe d'être un fait banal dans la région du Hambol, un phénomène de plus en plus récurrent dans les établissements primaires et secondaires de la localité. Nul besoin de rappeler qu'une grossesse en milieu scolaire comporte des risques. Les performances des jeunes filles s'en retrouvent fortement menacées et les jeunes garçons auteurs de cette forme de dérive se préparent aussi à assurer leur prochaine responsabilité parentale. Grossesse en milieu scolaire, ça pousse dans le Hambol. C'est un dossier préparé par Bintou Pekole et Gilles Tournier. Collège moderne de Bonyego-Dougou, département de Dabakala, région du Hambol. Akissi, en classe de 3e, peine à se concentrer. Enceinte de 6 mois, la jeune élève dit voir ses performances scolaires baisser depuis la survenue de la grossesse. Dans le début, là, j'ai baillé des coups. J'ai tombé malade aussi. Ça m'a fatiguée. Aller là, ça me fait mal. Ça fait que j'ai eu 9 de moyenne, premier trimestre. Je n'ai pas envie d'arrêter les cours. Je veux continuer. Cette classe enregistre 4 cas de grossesse. L'une d'entre ses filles est absente ce jour pour cause l'accouchement. Toutes partagent les mêmes difficultés. Les résultats sont en chute. Avec les autres, ça se déroule bien, c'est bien. Mais celles qui sont enceintes, c'est un peu difficile. Parfois, on est obligé de les interroger pour qu'elles ne puissent pas dormir. La classe compte également 3 élèves pairs. Porter une grossesse ou la faire porter à quelqu'un a toujours des répercussions. Bébé à la maison. Chez qui? Chez maman. Travailler, venir à l'école, ce n'est pas facile. Mais avec le temps, la fille se met les conséquences. Ce jour, l'assistant social du collège et son équipe font le tour des classes. Toutes les filles enceintes sont convoquées pour une réunion. C'est la routine ici. Ordre du jour, débattre des difficultés rencontrées pendant les cours et dans la vie scolaire. Le peu de temps que vous avez là, vous n'avez pas sommeil, vous n'avez pas mal. Si vous voulez vous coucher, couchez-vous. Mais révisez vos leçons. Si elles sont en cas d'examen, il faut d'abord une dispense. Après, je demande encore un certificat de grossesse. Alors, une fois les 2 dossiers réunis, on peut sauver l'année. Les assistants sociaux doivent à leur tour rendre compte au principal du collège. Pour le premier semestre, les chiffres sont alarmants. 32 cas de grossesse déclarés pour ce seul établissement. La majorité des élèves d'ici sont issus des villages. D'abord, on dit qu'il y a un manque de logement, il n'y a plus de tuteurs. Donc, c'est entre une jeune fille et puis un garçon qui sont dans la même maison. Bon, vous voyez déjà que ça devient déjà monsieur, madame. Et puis, ils n'ont rien à manger. Donc, ça qui fait qu'elles sont livrées à beaucoup de choses. Mais si on a une cantine ici, déjà, ça peut limiter. S'il est difficile pour les élèves en grossesse de se concentrer, il l'est encore plus pour celles qui ont accouché. Entre études et devoirs de mère, la tâche n'est pas toujours aisée pour Céline, élève en classe de 4e. Souvent que je ne finis pas vite, on m'envoie à l'enfant. Obligée d'interrompre la révision des cours pour donner le sein à son bébé de 2 mois. Le bébé est exclusivement nourri au sein. Impossible pour la mère d'alterner son alimentation, faute de moyens. C'est la fin des cours pour cette matinée.
Céline doit regagner son domicile. C'est dans cette maison de fortune que vit la jeune fille avec son bébé et 7 autres élèves. Dans cette promiscuité, tous sont livrés à eux-mêmes. Les cours ont commencé le 2 janvier. Mon bébé était là et puis je me débrouille un peu. C'est pas facile. 13 heures. L'élève mère doit reprendre le chemin de l'école avec la peur au ventre d'être à nouveau interrompue par les pleurs de son bébé. À l'hôpital général de Boniredougou, les grossesses des élèves constituent de nombreux cas de consultation. La maternité a enregistré 25 accouchements d'élèves pour les mois de janvier et février. Natacha, élève en classe de 5e, ne rentrera pas chez elle avec son bébé après l'accouchement. Il vient de décéder. J'ai fait garçon. L'accouchement était difficile. J'avais mal au ventre, j'avais mal au rein. Les bassins immatures, les difficultés pour pousser, puisqu'elles sont encore jeunes, elles ne connaissent pas. Elles ne viennent pas régulièrement aussi en CPN. Alors qu'à 9 mois, à chaque CPN, on fait les sensibilisations. Elles ne sont pas préparées à l'accouchement. Donc elles viennent face aux difficultés, on prend une décision. L'auteur de la grossesse, un autre élève, sous le choc. À 100 km de Boniredougou, la commune de Tortilla. Dans cette école primaire, une élève manque à l'appel. En classe de CM2, celle-ci vient d'accoucher. Nous nous joignons à la direction de l'école qui lui rend visite ce jour. J'ai accouché le vendredi passé. J'ai besoin d'habits pour bébé. Moi, je vais aller à l'école, je vais travailler demain. À Katiola, chef-lieu de région, le lycée moderne Gaston Wassena Koné comptabilise plus de 26 cas de grossesse. La sensibilisation reste la seule arme de prévention. Mais se pose la question des auteurs de ces grossesses. L'enfant, il peut avoir des difficultés à étudier. Maintenant, le professeur qui est à l'école va profiter de cette situation. Moi, j'ai fait la synthèse pour toute la draine de Katiola. Je n'ai vu nulle part le nom d'un professeur comme auteur de grossesse. De nos jours, ils savent qu'il y a une sanction qui les attend. Selon la coordonnatrice du Centre d'écoute et de conseil, les auteurs de ces grossesses sont généralement les hommes de petits métiers et les élèves eux-mêmes. La région du Yambol compte plus de 80 cas de grossesse pour le premier semestre. Un chiffre préoccupant pour le directeur régional de l'éducation nationale. Il faut intensifier la sensibilisation, sensibiliser également les parents sur les dangers que courent leurs enfants lorsque les enfants ne sont pas dans les bonnes conditions de travail. Et nous comptons aussi entreprendre d'autres actions auprès des leaders communautaires. Je pense que tout ça, l'un mis dans l'autre, nous pouvons réduire le phénomène. Au cours de l'année scolaire 2017-2018, la région du Yambol a enregistré 102 cas de grossesse contre 73 en 2018-2019 et 104 en 2019-2020. De 2013 à 2018, 20 750 grossesses ont été enregistrées sur toute l'étendue du territoire. Face à ces chiffres, plusieurs actions ont été entreprises par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Au nombre de celles-ci, la création de la direction de l'égalité et de l'équité du genre, sise au 25e étage de la Tour D. Ici, la question est sur la table. Nous avons introduit dans les curricula, les programmes éducatifs, ce qu'on appelle les leçons de vie, pour apprendre aux enfants à dire non. Il y a aussi un plan d'accélération de lutte contre les grossesses en cours de scolarité qui a été élaboré avec l'appui de UNFPA. Nous avons élaboré, grâce à l'appui de UNICEF, la stratégie nationale de réintégration des filles enceintes et mères. Dans cette perspective, il y a 7 lycées de jeunes filles avec internat qui sont en projet. Ces établissements-là vont nous aider à mieux encadrer nos enfants. En attendant d'atteindre le niveau 0 grossesse en milieu scolaire, Nathalie reste rongée par 2 douleurs à Boniredougou. La perte de son bébé et son absence au cours. Nathalie aura-t-elle la force de reprendre le chemin de l'école? Les grossesses en milieu scolaire restent un frein pour l'éducation de la jeune fille.
Et voilà, c'était le dossier de la rédaction de RTI 1 sur les grossesses en milieu scolaire dans la région de Hambol, un dossier retrouvé sur RTI 1. Autre chose à présent, le directeur général de la Sodexam était ce dimanche l'invité du magazine de RTI 1. Jean-Louis Moulot s'est prononcé sur l'édition 2021 de la commémoration de la Journée mondiale de la météorologie. Avec Herman Guivet, les échanges ont porté sur l'impact et l'implication de la météorologie dans certains domaines économiques. On regarde un extrait. La Sodexam est la structure de référence qui est systématiquement consultée par les partenaires techniques et cela nous permet d'affiner notre expertise qui est aujourd'hui reconnue non seulement au plan national mais également au plan international. Et je voudrais me réjouir de ce que la Côte d'Ivoire compte 3 stations centenaires qui ont été définies stations centenaires par l'OMM, donc l'Agence spécialisée des Nations Unies, parce que nous avons su, durant 100 ans, sans discontinuer, collecter des données météorologiques qui participent aujourd'hui du patrimoine scientifique de l'humanité. Cela nous offre l'opportunité de porter à la connaissance des décideurs, mais également des populations, les différents bénéfices de la météorologie, avec les applications très très variées dans les domaines de la défense par exemple, dans le domaine de la sécurité, qu'il s'agisse de sécurité ou sécurité civile, dans le domaine de la santé également, où la météorologie a un impact, et pour d'autres secteurs d'activité tels que les transports maritimes, transports terrestres, transport aérien, le BTP, les grands travaux d'infrastructure qui sont également consommateurs de données météorologiques. Quand on sait l'importance pour notre pays du secteur agricole, qui est l'un des piliers de notre économie, on comprend mieux l'importance de disposer d'informations et de données météorologiques fiables afin de renforcer la productivité de ce secteur d'activité économique. Les prévisions indiquent une pluviométrie dans les normes pour la zone nord et centre de la Côte d'Ivoire. Pour la zone sud et pour le littoral, nous aurons des précipitations beaucoup plus élevées que celles qu'on a pu observer sur les périodes précédentes. Donc il y a donc des raisons de s'inquiéter. Absolument, il y a nécessité de prendre des mesures, d'anticiper. De toute façon, le gouvernement le fait en amont de chacune des saisons des pluies. Et cette année, les précipitations sur le sud et le littoral seront beaucoup plus importantes que ce que l'on a pu observer par le passé. Agriculture à présent, une plantation d'EVA, un certificat foncier. La Fédération des producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire met le cap sur la sensibilisation foncière. Le lancement de l'opération s'est déroulé à Yamoussoukro et va concerner les 18 zones de production du pays. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. En Côte d'Ivoire, sur 23 millions de terres agricoles, moins de 3% disposent d'un titre foncier, ce qui représente une superficie de 581 900 hectares. 80% des conflits inter- et intracommunautaires sont justement dus au foncier. La Fédération des producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire entend prendre le taureau par les cornes en mettant le cap sur la sécurisation foncière. L'opération, une plantation d'EVA. Un certificat foncier vient d'être lancé à Yamoussoukro. L'activité des producteurs d'EVA de Côte d'Ivoire est très importante pour notre pays. Et notre instrument de production, ce sont nos plantations. Je ne connais pas de structure dans ce monde-là qui puisse faire un investissement et qui ne voudra pas sécuriser son matériel de production. Donc, notre objectif premier, c'est de chercher à sécuriser le matériel de production des planteurs d'EVA de notre pays. L'opération concerne les 18 zones de production du pays et va durer 1 an. Une aubaine pour les acteurs. La terre a de la valeur. Si on nous permet d'avoir des certificats fonciers pour nos terres, c'est une très bonne chose. Donc j'adhère entièrement à l'opération. Je pense que l'opération est bien posée. Je vais tout faire pour avoir mon titre foncier. En 2020, malgré la baisse des cours de l'EVA, la Côte d'Ivoire a produit 940 000 tonnes. Le prix à Promac en cours est de 316 francs le kilogramme. Lucarne sur les obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko, le mouvement des opérateurs économiques de la nuit, le MOPEN, s'est réuni à l'église catholique Saint-Jacques de Cocody, attristé par le décès de leur ami et frère, feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ils ont décidé d'organiser une messe pour le repos de son âme, mais aussi en souvenir des liens de fraternité et d'amitié qu'ils ont partagés. Astou Touré.
Une prière à l'église Saint-Jacques de Cocody pour le repos de l'âme d'Ahmed Bakayoko, ex-premier ministre de Côte d'Ivoire, décédé le 10 mars dernier. Une initiative du mouvement des opérateurs économiques de la nuit MOPEN qui réunit en son sein propriétaires de restaurants, maquis et bars. Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui a aidé toute la Côte d'Ivoire. Au milieu de la nuit, nous particulièrement, il nous a aidés. Il nous a tout donné et nous lui disons au revoir avec cette messe. Affligé par la disparition brutale d'un ami, d'un frère, par ce geste, le MOPEN veut implorer Dieu afin qu'il fasse miséricorde à celui qui a toujours eu une oreille attentive à leurs requêtes. Le Premier ministre fut un grand mécène pour nous et c'est pour marquer nos soutiens à la famille, surtout à la femme du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Prier pour le salut de notre feu regretté Ahmed Bakayoko. C'est un acte de solidarité et de communion fraternelle que nous avons posé. Nous partageons la douleur de notre sœur Yolande Bakayoko qui est chrétienne catholique. Des hommages bien mérités pour Ahmed Bakayoko qui repose désormais sur les terres de ses ancêtres à Séguéla. Le MOPEN entend également poursuivre cette action dans les mosquées. Et l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite honore à son tour la mémoire du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Un livre de condoléances a été ouvert à cet effet par l'ambassadeur Drissa Koulibaly. Le commentaire de Jean-Marc Hadjadji. Hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko depuis l'Arabie Saoudite. L'ambassade de la Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite a ouvert un livre de condoléances du 15 au 18 mars dernier. L'ambassadeur Koulibaly Drissa a eu à rappeler les différentes missions effectuées par l'illustre disparu, outre le pèlerinage du défunt Premier ministre en Terre Sainte. Le ministre saoudien des Affaires étrangères et des diplomates des pays amis ont tenu à honorer la mémoire du Premier ministre Ahmed Bakayoko. On y va à présent pour le 7 sur 7, le tour du monde de l'actualité de la semaine qui se referme. C'est une sélection de Laure Goretti avec le commentaire de Franck Quadio. Guy Brice Parfait Kolela est mort dans la nuit de lundi des suites de la Covid-19 lors de son évacuation sanitaire vers la France. L'opposant Guy Brice Parfait Kolela apparaissait à cette élection comme le seul vrai rival du président sortant Denis Sassou Nguesso qui a remporté la présidentielle. La police a arrêté et inculpé mardi un jeune homme de 21 ans suite à une fusillade la veille dans un supermarché dans le Colorado. 10 personnes, dont un policier, ont perdu la vie dans cette fusillade. Le présumé suspect identifié devrait être transféré vers une prison locale selon la police. Un porte-conteneur géant taïwanais long de 400 mètres et large à 259 mètres a bloqué depuis mercredi le canal de Suez. Le trafic maritime a été interrompu. Le porte-conteneur s'est échoué sur cette route maritime commerciale très empruntée après avoir été déporté par une rafale de vent. 6 jeunes Maliens ont été tués dans le nord-est du pays lors d'une frappe aérienne de la force française Barkhane visant des djihadistes. Les autorités locales parlent plutôt de jeunes chasseurs tués alors qu'ils traquaient du gibier. La frappe a eu lieu à l'extérieur de Talataya, localité située entre Gao et Menaka. Heiko Maas, le ministre allemand des Affaires étrangères, s'est rendu vendredi avec ses homologues français Jean-Yves Le Drian et l'italien Luigi Di Maio à Tripoli pour afficher le soutien de l'Union européenne au nouveau pouvoir d'union nationale libyen. Ensemble, ils ont appelé au retrait immédiat des mercenaires de Libye. À l'occasion de la journée des forces armées, c'est un impressionnant arsenal de l'armée birmane qui a défilé ce 27 mars dans la capitale, Naypyidaw, devant le chef de l'armée, désormais chef de la junte au pouvoir, le général Min Aung Hlaing. Au même moment, de nouvelles manifestations pro-démocratie étaient durement réprimées dans plusieurs villes du pays. L'ex-chef de l'État malgache Didier Ratsiraka est décédé ce matin à 84 ans. L'officier de marine surnommé l'amiral rouge pour sa politique socialiste avait été président de Madagascar 2 fois, de 1975 à 1993, puis de 1997 à 2002. Il était hospitalisé en début de semaine pour un contrôle de routine.
Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas le lève-tôt demain à 6h30 et 7h avec Régis Kofi. Bonsoir et que la paix soit chez vous.